Bienvenue dans ce spécial élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire. Pour gagner une élection, il faut avoir au moins un stratège dans son équipe de campagne. C'est là que se joue l'élection. La personnalité que nous recevons aujourd'hui ne nous dira pas le contraire. Il est docteur en histoire, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au département Histoire. Il est aussi spécialiste pour les questions de relations internationales et d'histoire militaire. Docteur Arthur Banga, c'est de lui qu'il s'agit, est aussi sur le marché ivoirien l'un des analystes politiques les plus pertinents. Docteur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On va aller tout de suite. Vous savez qu'on est à la période électorale. Quels sont les enjeux de ce scrutin? D'abord, pour les partis politiques, surtout les principaux, c'est une façon déjà de répéter. Le dernier match amical entre guillemets avant la grande compétition de 2025. Donc, ils auront le temps de jauger, de voir leurs forces, leurs faiblesses, comment évolue leur électorat et tout ça. Et finalement, pour les populations, c'est aussi important d'essayer de profiter de ces élections pour tenter de changer quelque chose dans leur cité à l'échelon local, essayer de porter des projets, quoi, en quelque sorte. Vous avez parlé de projets, mais déjà sur les réseaux sociaux, ça et là, dans les meetings, on a plus à faire aux questions politiques. Est-ce que vous pensez que les programmes vont réussir à prendre le dessus sur ces questions? Bon, c'est dommage qu'on ne soit pas encore au programme. Après, comme on est dans la pré-campagne, ça peut se faire comprendre. Mais je pense qu'on va rentrer dans le moment de campagne et ça sera le moment, j'espère en tout cas, des projets. Parce que finalement, il faudrait que chaque candidat montre, au-delà des querelles politiciennes, au-delà du parrain politique qui peut être le président de la République, le président de mon parti, au-delà de tout ça, l'enjeu local de ces élections. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferai de ma cité dans les 5 années à venir, avec quel budget, comment et pourquoi. Ça doit être ça qui doit être entendu, je pense, à partir d'aujourd'hui, si on veut avoir une vraie campagne. Sinon, ce qu'on observe depuis, c'est pas réellement une campagne, pour le dire. L'électeur, pour lui, c'est quoi le bon candidat? L'électeur devait rechercher en premier le candidat qui a le meilleur projet et qui a le meilleur profil. C'est-à-dire le candidat qui puisse être avec lui au quotidien. Parce que c'est ça déjà être maire ou être président du conseil régional, c'est pouvoir être avec les populations. Donc ce candidat-là, ou ce candidat qui a un bon projet, ou le candidat qui pourra avoir un bon profil en sens de management, de rassembler, d'entendre, d'écouter. Voilà. C'est ce que l'électeur devait choisir. Malheureusement, les électeurs aujourd'hui entendent soit des mots d'ordre politique, soit jugent très peu le projet, mais jugent... Il y a une expression qui me gêne un peu, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est qu'il laisse la place aux plus nantis, même s'ils n'ont pas les meilleures idées, même s'ils n'ont pas la meilleure façon de manager. Sur la convergence des attentes des populations à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des points clés sur lesquels on s'accorde? Ouais. Qu'on soit maire à Tout-le-Pleu, à Gagnoa. Je pense qu'aujourd'hui déjà, les gens veulent vivre dans un environnement sain. Ça, c'est la moindre des choses qu'on attend. Les gens espèrent des infrastructures. Les gens espèrent que les collectivités territoriales prennent toute leur place dans l'éducation, dans la santé. Donc, quel type d'infrastructure ces collectivités territoriales pourront apporter. Et je pense que les gens devraient être plus exigeants sur les projets. Regarder franchement qui veut transformer l'environnement et par quels moyens. Il y a également la question des candidats indépendants. De plus en plus, ça revient à chaque fois que on se retrouve pour ce type de scrutin. Est-ce qu'ils ont une place? Il y a des indépendants qui ont espéré être choisis par le parti politique et qui ne l'ont pas été. Et dans la déception, pensent avoir quand même avec eux le terrain, plus que le candidat officiel, et donc ils décident d'être indépendants. De l'autre côté, il y a des gens qui construisent leur candidature sur le fait d'être indépendants. Depuis des mois ou même des années, ils se préparent à être indépendants. Tout simplement parce que justement, dans ce genre de scrutins locaux, avec des enjeux locaux, où la proximité avec la population, le programme que tu proposes aux gens au quotidien compte, c'est l'espace pour les indépendants, plus que jamais. Et donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir un succès en tant qu'indépendant dans une élection à enjeux locaux, plus qu'une élection à enjeux nationaux. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'indépendants sur ce genre de scrutin. On va aller sur un autre chapitre, c'est la question de la commission électorale indépendante. On sait que depuis 2010, bientôt, tous les acteurs sont désormais engagés dans le processus. Est-ce que la commission électorale réussira à relever le défi?
On l'espère. On l'espère. Normalement, elle doit maintenant pouvoir le faire, puisqu'elle n'est plus à sa première élection. Elle a fait au moins la présidentielle, hein, les municipales de 2018, les législatives. Donc, je pense que la commission électorale, c'est en marchant on améliore sa démarche. Et je pense qu'elle a pu améliorer sa démarche. Et c'est bien, c'est un test avant le grand test de 2025. Le plus important, c'est qu'elle puisse tirer les meilleures leçons, d'abord de réussir ce test et tirer les meilleures leçons pour préparer la vraie compétition de 2025. À côté de ça, on a aussi la question de la participation des femmes. On sait que vous êtes intraitable sur la question du quota, sur comment trouver des formules pour emmener plus de femmes sur le champ politique. À ce niveau, votre regard? La CEI a su alterner parce que je craignais une chose, c'est que les gens mettent les femmes en queue de liste, ce qui n'allait pas permettre aux femmes de siéger, mais elle a su alterner, imposer un ordre qui tient avec les femmes. Donc c'est très bien ce que la Commission électorale indépendante a instauré avec ce quota des femmes. Je pense que c'est une très bonne loi qui va amener à plus de participation des femmes à la vie politique en Côte d'Ivoire. On reste aussi toujours avec la Commission électorale. Cette fois-ci, c'est sur le défi de la participation des électeurs. Il n'y a pas le même engouement avec la présidentielle, mais le quota politique est là. En général, les élections locales ne pèsent pas autant que la présidentielle. Mais on pourra voir, je pense qu'on aura une meilleure participation. Et il y a un phénomène qui est le fait de transporter des électeurs d'une cité à une autre. Bon, c'est vraiment à condamner. J'espère que la CEI va trouver la formule pour nous éviter cette transhumance électorale-là. Mais je pense qu'on aura une meilleure participation, même si, comme je le dis d'habitude, toujours les élections locales attirent moins que les élections nationales. Cette année, les élections sont couplées. Est-ce que ça ne résout pas aussi le problème de double candidature? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que si on veut protéger, si on veut avoir l'exclusivité de certaines fonctions, il faut légiférer là-dessus. Il faut juste écrire clairement que être maire est exclusif ou être maire ne peut pas se faire, par exemple, des maires de villes de plus de 200 000 personnes, 300 000 personnes, ça doit être exclusif. Voilà, mais quand on est maire, ministre, président, ça fait compliqué. À quel moment on est si proche de ces populations? Politique, élection, stratégie, tout va ensemble. On a entendu parler d'alliance, que ce soit pour le parti au pouvoir, pour l'opposition. Votre regard? On est sur des alliances électoralistes, pas plus. Et c'est un peu moi ce qui me gêne d'un point de vue de la vision, d'un point de vue de la construction des démocraties. Ça peut paraître dommageable, mais bon, c'est le choix que nos partis politiques ont fait de s'allier pour gagner juste la prochaine élection. C'est un choix très politicien, mais c'est un choix quand même. Et quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le RHDP peut sortir grand vainqueur de cette élection? Je pense que le RHDP sera le grand vainqueur de Qu'est-ce qu'ils font D'abord, les candidats RHDP ont beaucoup plus de moyens que les autres. Et deuxième chose, le style de la campagne qui personnalise le débat, pour l'instant, fait le jeu du RHDP. Voilà. Et je pense aussi que c'est le parti qui s'est mieux préparé à ces élections locales. Et je pense globalement qu'il va remporter la majorité, voire un peu plus que ça, que ce soit pour les municipales que pour les régionales. Mais quand on regarde sur la carte électorale, il y a quand même des zones où la bataille pourrait être serrée. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour les régionales, par exemple, on peut regarder le Cavali, avec ce match qu'on aura entre Anuloto et Uberoulaye. On peut regarder le Haut-Sassandra, qui sera assez intéressant avec, d'une part, Mamadou Touré et Dj Madi, soutenu activement par Stéphane Kipré. Ça, c'est intéressant de voir. Il y aura aussi des municipalités qui seront assez épiques, à mon sens. Je pense à Boisseau, par exemple, où on aura un véritable match entre Ngouan Jérémy, le maire sortant, et Aboubakar Cissé, déjà des impôts députés. Il faut regarder Cocody, ce que ça va donner. Voilà, il y a quelques zones. Vous n'avez pas cité Koumassi, vous n'avez pas cité Yopougon. Yopougon, ça sera vraiment intéressant à voir aussi. Koumassi, je pense quand même que le maire sortant va avec un gros avantage.
Si vous venez de nous prendre en marche, retenez que nous sommes sur votre programme spécial élections municipales et régionales 2023 en Côte d'Ivoire. Et nous sommes avec Dr Arthur Banga. Il est analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de décrypter l'actualité de ces derniers jours, notamment les élections municipales et régionales. La question qui vient tout de suite, c'est conseil régional, maire, député, préfet, sous-préfet, on a beaucoup d'autorités comme ça dans les régions. Est-ce que ça ne joue pas sur l'efficacité? Déjà, il faut comprendre, il y a la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration, l'État conserve son pouvoir avec un représentant. C'est le cas des préfets, des sous-préfets, voilà. Et la décentralisation, l'État décide de confier une partie de ses prérogatives aux collectivités territoriales. Ça, c'est le maire, le conseil régional. Et théoriquement, les deux ont des répartitions précises. On prend le cas de l'éducation. Le maire, théoriquement, s'occupe des écoles primaires et le conseil régional des collèges et lycées. Voilà, il y a des partages comme ça. N'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas entièrement communalisée. Donc, il y a des localités qui n'appartiennent pas à des communes, donc qui ont pour seule source de collectivité territoriale les régions. Le député, c'est tout autre chose. C'est le législatif. C'est celui qui va voter les lois au nom de sa circonscription. Voilà. Après, on a créé le personnage du ministre-gouverneur. Moi, je ne sais pas trop où le situer. Parce que personnellement, je ne trouve pas son importance de taille. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit très vite suspendre. C'est mon avis. Le processus de réconciliation au niveau politique, on se rend compte que ça avance. Les différents acteurs, que ce soit au niveau de l'opposition ou du parti au pouvoir, sur le plan national, de plus en plus, on le voit s'engager. Est-ce qu'on peut dire que la crise de 2010 est bien derrière nous à la sortie de cette élection? Ça va nous permettre de valider cette idée ou de valider l'idée qu'on progresse dans la réconciliation. Si l'élection municipale, je pense qu'elle se passe bien, on aurait avancé. On ne peut pas dire tout de suite que la crise n'existe plus derrière nous, mais on aurait avancé vers une vraie réconciliation. Docteur Arthur Banga, c'est la dernière question. Elle vaut $1 million. On va faire un peu de fiction. On suppose que vous êtes candidat. Pour vous, quelle serait la priorité des priorités? Si je suis maire, la première chose que je vais essayer de faire, c'est d'être au quotidien avec mes citoyens. Parce qu'être au quotidien avec eux va tout de suite me permettre de comprendre leurs problèmes, d'apporter des solutions, mais même pas moi de créer des solutions, d'apporter avec eux des solutions. Néanmoins, je pense que l'environnement, les questions de salubrité, parce que tout de suite, nous tous, on pense aux maires quand on voit des poubelles. Voilà. Donc déjà, l'environnement. Je suis très attaché aux questions d'éducation, donc l'éducation pour les maires et les conseils régionaux à travers l'éducation nationale, mais aussi à travers tout ce qu'ils font comme infrastructure dans le sens de l'éducation socio-culturelle de nos jeunes. Ça aussi, c'est des choses très importantes. Donc je dirais salubrité, jeunesse, proximité. On suppose que vous êtes en face ou dans un staff de campagne. Si un conseil à donner à un maire, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, un conseil? Soyez proche des gens durant cette campagne et dites-les clairement ce que vous allez faire pour eux sur 5 ans. Moi, je pense que c'est ça. Merci, docteur Arthur Banga. Je rappelle qu'il est docteur en histoire, enseignant-chercheur au département Histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est avec lui que nous avons essayé de décrypter l'actualité politique et surtout les questions d'élections municipales et régionales couplées 2023. On a pris beaucoup de plaisir à partager avec lui. On ne peut pas se lasser parce que, comme vous le savez, c'est un analyste politique pointu. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro avec certainement un candidat.